Elle est tellement dévastée par l'amour de cet homme, ça la laisse une reine. Vous savez, ces gens qu'on ne peut jamais humilier, jamais salir parce qu'elle est portée par autre chose. Donc, sa réponse à l'homme, c'est t'as honte pour eux? Non, je suis trop occupée à souffrir. C'est-à-dire pour eux, ils comptent pas. C'est des héros. Quand un héros sans imagination, c'est... Par définition, un héros, la première chose qu'il a, c'est de l'imagination. Je pense que Ulysse, c'est un héros, il a de l'imagination. Donc un type qui suit le mouvement, c'est rien. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est toujours cette ambiguïté de la société et de l'être humain. La société, peut-être, on a besoin d'une société, mais c'est toujours de regarder avec une attention très forte à tous les âges de sa vie ce qui lie un individu à une société. Si on est sans arrêt avec le qu'en dira-t-on, l'apparence, l'exploitation, enfin, on souffrira sans arrêt. Donc, la grande force de ce qu'elle nous dit, c'est qu'on est un être avec un début, un milieu, une fin, mais on est unique. Et qu'en aucun cas, la société doit nous modeler ou de nous envoyer des souffrances. Voilà. Alors c'est pour ça, tout au petit système des récompenses ou des décorations, c'est pour dire reste bien dans l'ordre, marche bien à droite, alors que tu seras récompensé. Mais ouais, et en même temps, ça devient très amusant d'un seul coup le rapport à la société. Parce que bien sûr qu'on ne peut pas revenir à l'état sauvage, mais que c'est une richesse de l'être humain de se considérer comme libre par rapport à la société. On a les devoirs, payer ses impôts, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu vois, presque les commandements de Moïse. Voilà, respectons cela, mais après ça, mais je suis libre. C'est pas toi qui vas me mettre mes lettres de noblesse ou ce que tu vas me mettre comme objet de scandale. Donc je pense que c'est comme rendre, oui, des lettres de noblesse à l'être humain tout seul. Vouloir plaire au pouvoir pour ne pas perdre des privilèges. Oui, ça fait comme partie des choses essentielles et comme des droits irrévocables. Je vous avais dit cette phrase, je me révolte, donc nous sommes. C'est fondateur, que la révolte, elle ne doit pas arriver au bout d'une vie gâchée ou d'une vie détruite. Elle doit commencer dès l'école. Elle doit commencer dès que l'autorité outrepasse son droit. Je pense qu'il faut apprendre très vite que toute autorité, que toute loi, que toute obligation peut être mise en discussion. Et que c'est très jeune, vous vous habituez à pas accepter tout en disant oh, c'est la loi qui l'a dit, c'est le prof qui l'a dit, c'est le président de la République qui l'a dit. Alors il y a une forme de révolte. Alors je pense que la révolte perpétuelle,
comme l'orgie perpétuelle, il y a quelque chose où vous ne serez jamais enfermé. Bien sûr que c'est fatigant, et pour vous, et pour les autres. Mais la révolte permet d'être clairvoyant, de voir plus loin que son propre cas. Parce que je pense toujours que de se révolter que pour soi, comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué. Ça, je pense que c'est comme une illumination, l'acceptation. Mais pas parce qu'on a peur d'être broyé, parce qu'elle est offerte. Vous savez, quand vous offrez votre vie comme en disant je ne suis rien, un peu comme les hommes de Port-Royal, de ne pas être dans l'apparence, dans l'amour-propre, dans lutter pour soi. Alors que moi, je pense que j'ai toujours eu un sentiment tragique de la vie. Donc le fait que vous allez être broyé, ça en vaut quand même la peine. Que pendant le temps que vous aurez été vivant, vous n'aurez pas été quelqu'un sur lequel qu'on aura piétiné. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Alors voilà. Mais moi, curieusement, j'admire les deux. C'est oui, la contradiction. Bien, ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un, justement, quand vous commenciez à parler du personnage dont vous parliez, qui ne se révolte pas, qui accepte, résigné. Mais je n'aime pas trop la résignation. C'est pour ça que je vous parle de l'offrande. C'est très différent de la résignation. Et de dire, alors, il y aura un côté religieux, mystique. Mais j'offre quoi quand je me révolte pas, que j'accepte de façon assez sublime, et vous parlez d'offrande, mais au fond, j'offre quoi? Vous-même, avec humilité, en disant je ne suis rien. Je n'ai pas besoin d'être quelque chose. Je suis dans cette offrande, c'est-à-dire vous n'avez envie de réussir rien. Vous n'êtes pas de ce siècle, vous n'êtes pas de ce monde, vous ne voulez rien prouver aux autres, vous n'avez pas de désir d'argent, pas de désir de gloire, pas de désir. Vous êtes un être pur. Moi, je ne fais absolument pas partie de cela. Donc, je ne peux pas vous éclaircir tout, mais je peux le deviner ou le sentir. Et quand vous avez dit accepter, offrir pour un plan supérieur, ou de n'être rien, comme pas plus que l'herbe dans le vent ou la pierre dans la rivière, il y a quelque chose de souverainement généreux. La beauté, le ciel. Et tout d'un coup, on se souvenait que oui, il fallait vivre et pas être toujours des animaux productifs. Te învață totul e consumabil. Programat să nu devii vreunul prea capabil. E convenabil că dacă e unul mai valabil, știi că vin și-l cumpără arabil. Și visul tău e american, doar că tu aici ești pe post de mexican. Ce festival, când nu plouă aici ninge. Ca la noi la nimeni, hai că știi. C'est fatigant. Mais en même temps, il y a quelque chose... Souvent, je pense que le début de la révolte, ce qui naît avant la révolte, c'est l'indignation. Je pense que l'indignation est salutaire en même temps. Vous ne pouvez pas rester indifférente, même à des choses qui ne touchent pas directement votre propre vie. Et que ne plus être indigné me semblerait comme si quelque chose mourait. Comme si vous pourriez rester comme un sage. C'est comment le pouvoir et la peur nous transforment, nous enlèvent ce qui était notre propre moi.
Je veux dire non à l'embrigadement des bien-pensants. Je veux dire non à la pensée opaque et commune. Je veux dire non à ceux qui pensent qu'ils sont du bon côté. Je veux dire non à tous ceux qui cherchent à déposséder chacun de son individualité, de sa liberté, de sa différence, de sa révolte, des outsiders, de ceux qui arrivent d'ailleurs. Voilà. Mais qui dit révolte, forcément dit chez la personne révoltée qu'elle n'a pas peur. Or, pour moi, autant le mystique que le révolté, je les admire, alors que la peur est la chose qui diminue le plus l'être humain. Et sur lequel, de plus en plus, nos sociétés agissent. La peur de perdre son boulot, la peur de ne pas plaire, la peur d'être exclu d'un système. Or, ne plus avoir peur, c'est le début d'une grande liberté et que vous n'avez pas besoin de réussir pour entreprendre. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait partie de quelque chose qui vous étiez consentant. Je comprends ce que vous dites, qu'on peut être une indignation perpétuelle. Je ne sais pas si la révolte a besoin de fédérer. Parce que pour moi, tous les mouvements de révolte, souvent, sont restés dans la légitimité. Donc pour moi, elles veulent rien dire. Parce que quand je pense à mes grands-parents ou à des grands-parents, toutes les lois sur lesquelles on est content de vivre se sont arrachées par la violence. Elles ne se sont pas arrachées en disant « Monsieur le préfet, je voudrais bien défiler du boulevard Saint-Germain jusqu'à la Bastille. » Bon, alors vous avez le droit, mais vous serez entouré de tant de cars de police. Donc il y a quelque chose dans notre société où la révolte doit être légitime, alors que par définition, la révolte est illégitime. Je veux le néant. Alors que moi, j'avais été très jeune, impressionnée par un livre de Marguerite Duras qui s'appelait « Détruire », dit-elle. En fait, tout commençait en détruisant. Alors on me dit, c'est pas très constructif. Oui, mais que c'est une grande incohérence, et que c'est pour ça que je ne pourrais jamais avoir un vrai discours politique. Parce que je suis consciente d'impuissance, de végétation, et que je n'aurais pas changé le monde. Elle dit, oui, il y a des lendemains qui chantent, et tout le monde sait que les utopies sont peut-être les choses les plus dangereuses. On peut penser à des gens comme Savonarola ou comme Staline, à tous ces lendemains qui chantent. Mais que toujours, moi j'aime beaucoup les utopies finalement. Et que je préfère un monde qui se trompe dans une utopie, mais comme une énorme aventure, que d'avoir été que des êtres matériels. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a de la place pour tout le monde? Si, sûrement. Donc, justement, il en faut les réalistes qui disent, ou le bon sens commun. Aujourd'hui, il y a plus de réalistes que d'idéalistes. Ouais. Ensuite, je disais toujours que la politique était morte le jour où Che Guevara était mort. Je veux le néant.
fait, vous avez dit exactement ça. La seule chose qui s'oppose à la révolte ou à la résignation, c'est l'amour. Je pense que dès que on est plein d'amour, on oublie cette colère, on oublie ça. Et oui, qu'on peut vivre une vie de tous les jours qui semble prosaïque, pas forcément formidable, mais comme l'amour, elle peint tout en or. Je pense que la révolte prend la place que l'amour a laissée vide. Oui, mais ça, alors on va les mettre à côté des mystiques. Moi, je trouve que quelqu'un qui réussit une vie amoureuse, c'est comme quelqu'un qui aurait fait un chef-d'œuvre, comme s'il avait bâti Notre-Dame ou n'importe quel tableau. Je pense que être heureux en amour, allez, ça y est, t'as gagné tes titres de noblesse. Je pense qu'on commence à s'intéresser à la politique justement parce qu'on est sans amour. Ouais, ça me rappelle une belle phrase, ça c'est le pouvoir et la consolation des ratés. Je me demande si c'est pas une phrase de Malaparte. En fait, on s'accroche au pouvoir, aux conquêtes terrestres, mondaines, sociales, politiques, parce qu'au fond, on a raté l'essentiel, et l'essentiel c'est d'être pleinement vivant, intensément existant, aimé, amoureux. Cela dit, ça peut être aussi peut-être l'amour du monde et pas simplement l'amour de quelqu'un. Allez, on va pas avoir le complexe de l'amortissement. À quoi sert ce livre? Oui, mais il faut dire la chute. Si on est libre mais sans amour, ça sert à rien. Mais l'amour, on peut pas être libre. Enfin, dans l'amour, il y a de l'attachement, il y a du lien. Oui. Ouais, c'est toujours. Moi, je pense toujours que la liberté, c'est le bien le plus précieux et celui qu'on perd le plus facilement. Et quand on se retourne, il est trop tard de savoir qu'on l'a perdu. Mais que ça ne sert à rien. On n'a pas envie de liberté quand on est amoureux. Le chef-d'œuvre d'une histoire d'amour réussie, vous l'avez vécu? Ah non, mais ça, je parlerai ça devant mon avocat. Je veux le néant. Je pense qu'il faut que l'amour soit absolu. L'amour il n'y a pas de. L'amour n'a pas envie de choses médiocres. Il faut bien savoir que quand on parle d'amour, on parle de la passion, de quelque chose qui fait que tout d'un coup, vous marchez à 30 cm du sol. Vous n'y pensez même pas à la liberté. Vous ne pensez même pas que vous pouvez être très malheureux ou qu'il vous manque de l'air ou de l'oxygène. Malgré tout, l'être humain doit être quelqu'un de libre, comme les animaux. Alors je sais que là on vous oppose toujours la société, je ne suis quand même pas complètement abruti de penser qu'il faut quand même une forme de société. Mais qu'il ne faut pas que tout d'un coup, tout devienne... Moi je me rappelle, on disait en France, tout est interdit et ce qui est permis est obligatoire. Voilà, ça c'est plus possible. Je préfère un monde qui
se trompent dans une utopie, mais comme une énorme aventure, que d'avoir été que des êtres matériels. Mais je pense que c'est les autres qui vous mettent ce nom singulier. Soi-même, on s'avance comme dans une forêt obscure. Et que c'est vrai que souvent, moi je disais toujours, mon seul luxe, ça a été ma liberté. C'est-à-dire que je n'ai fait que les choses que j'aimais, avec succès ou pas succès, argent ou pas argent, c'était pas ça qui... C'était l'idée que je ne pourrais pas faire quelque chose que je n'aimais pas. Et que je ne ferais jamais quelque chose pour autre chose que le plaisir de l'adhésion absolue à ce que je fais. Parce que je me dis qu'il n'y a rien qui remplace le moment présent. Que vous êtes toujours ailleurs parce que... Et ceci, peut-être, ça serait bien si je faisais ça, parce que peut-être dans des stratégies, pour moi, c'est l'anti-stratégie, le moment présent. Rien ne remplacera un moment présent. Je veux le néant. Non, mais je suis comme ce que dit Duras, que le beau doit être scandaleux. Scandaleux par rapport à quoi? Ben voilà, je vous livre la phrase telle qu'elle a dit. Ouais. Moi, je la comprends. Il y a quelque chose qui... Parce que dans le scandale, vous ne pouvez pas vous endormir. Vous êtes complètement... Tous vos ordinateurs se sont réveillés, donc c'est quelque chose qui ne suit ni un ordre moral, ni une école esthétique. Il y a quelque chose qui a ouvert le rideau. Oui, mais dans le scandale, il y a quelque chose qui fait que... Il y a un sens moral dans le scandale, en tout cas. Ah bon? Ah oui, je pense qu'un scandale, c'est quelque chose qui choque moralement. Ah, bizarrement. Non? Vous Moi, je l'entendez pense pas que comme vous ça? étiez comme ça, tranquillement, assis sur votre banc, assez doux, apathique. Et brusquement, à cause de ce scandale, le sang circule plus vite dans vos veines, où vous vous posez 1000 questions, où vous êtes différent tout d'un coup. Et scandaleux dans le sens qui il a retourné l'air. Allez, on va pas avoir le complexe de l'amortissement. Toute société s'organise pour qu'il n'y ait pas de singularité. Et en même temps, c'est la singularité qui l'éclaire. Je pense que vous avez parlé de Baudelaire, maudit à son époque. Bien sûr. Donc, vous avez des gens... Condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Oui, ou Rimbaud. Vous voyez, moi je pense toujours que c'est des clairvoyants. C'est qui n'étaient pas de leur siècle, mais qui étaient au-delà du siècle. J'ai toujours préféré le chaos. Parce que dans l'ordre et dans le silence, tout confine au ridicule, tout d'un coup, pour moi. Revenons à Simone Veil et à la pesanteur et la grâce, parce que j'ai l'impression que c'est cette lecture peut-être assez jeune, je crois, qui a fait de vous quelqu'un qui aime le mystique et aussi la présence. Simone Veil tirait 4 grandes leçons de l'Iliade, dont je vous ai déjà entendu parler. Je voudrais qu'on s'attarde sur les 4 leçons et à chaque fois avoir un de vos commentaires. Première leçon, ne jamais se croire à l'abri du sort. Oui, comme si on arrive, la fleur à la bouche, tellement sûr de soi, et tout peut arriver. Donc méfiance quand même, vigilance. Oui, ou être comme un funambule, mais qui sait que la chute est possible.
Deuxième leçon, de jamais admirer la force. Ah voilà. Pour moi, c'est une des plus fortes. Parce que si tu sais, dur. mais moi je pense, bon, ça vient même des fables de La Fontaine. Tu vois, le côté, si on me dit oui, mais il est riche, ou il est puissant. Mais pourquoi tu admires un type puissant? Donc, et moi je crois que ça vient de très loin de cette histoire des Troyens et des Grecs. Ça vous dissout l'admiration de la puissance. Vous rentrez dans déjà une acceptation, dans un acquiescement de la puissance. Vous déposez les armes, vous vous battez même plus. Pourtant, l'admiration, quand même, pourrait aussi nous gonfler de force, pas toujours nous aveugler. Parce qu'on pourrait être fasciné par la force, on pourrait être servile, on pourrait être tout petit, mais admirer, il y a peut-être quelque chose de noble. Non. Parce que dans l'admiration, vous dites « faites de moi ce que vous voudrez ». Troisième leçon, ne pas haïr ses ennemis. Ouais. Nous revenons... Vous avez réussi, vous? Alors, j'ai des moments où, en effet, j'ai voulu les voir morts. Et puis, finalement, je me suis débarrassée de ça parce que ça apesantissait mon âme. Je me disais, allez, c'est mieux, oublie. Oui, donc vous avez connu quand même la morsure de la rancune et le désir de se venger. Oui. Et tout d'un coup, en fait, c'est comme si vous vous chargiez de pierres et ça va vous faire couler. Donc c'est même pas par mysticisme, là. Ah, là, c'est même par intérêt. Oui. Au fond, se pardonner, c'est Oui. Et que quand même, souvent, moi j'ai dit que quand vous pardonniez, que le pardon est plus fort que la justice. Que dans la justice, il y a toujours une forme de vengeance déguisée, même si c'est relayé par une société. C'est censé pas être le cas, normalement, mais vous avez raison, au fond, il y a de ça. Et ces ennemis, vous en avez eu beaucoup? Non, mais costaud. Quatrième leçon, ne pas mépriser le malheureux. Oui. Ça, c'est une leçon de l'Iliade, une leçon d'Homère. Oui. Après Simone Veil. Oui. C'est vrai, parce que le malheureux, parfois, en fait, c'est quelqu'un de très puissant, déguisé en malheureux avec les Et miracles, tous les faits et gestes, mettons, quand Achille, il a traîné le corps d'Hector dans la poussière et qu'il a déshonoré le corps mort d'Hector, et quand il voit arriver Priam dans sa tente, ce noble, ce roi, ce prince, il est ému, parce qu'il est faible, Priam, mais qu'il est noble. Et que dans la faiblesse assumée, l'immonde, c'est celui qui piétine, celui qui est faible. Et là, Achille comprend Oui. qu'il est allé trop loin, qu'il s'est fait déborder par quelque chose d'inhumain, au fond. Oui. Mais le fait qu'il en ait conscience le permet de réintégrer l'humanité. Absolument. Et il y a toujours, dans l'Iliade, il y a toujours l'ombre et le soleil. Il n'y a pas de gentil et de méchant. Les Troyens, et comme les Grecs ont quand même outrepassé leurs droits, tu vois, ils mettront très longtemps avant de revenir et chacun reviendra dans son pays. Agamemnon est tué, l'autre, abruti d'Ulysse, il va rester 10 ans. Tu vois. Donc il y a... C'est ça ce que j'aime beaucoup dans l'Iliade, c'est qu'il n'y a pas de victorieux et il n'y a pas de perdant. Et quand vous me parliez de Cassandre, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce texte de Christa Wolf, c'est que c'était la guerre vue du côté des perdants. Parce qu'on raconte toujours la guerre vue du côté des victorieux, mais que c'était intéressant de voir du côté des perdants. Comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué. Il vaut mieux ne pas voir, il vaut mieux ne pas savoir. Oui, mais c'est pas vrai.
Parce que peut-être c'est plus difficile d'être lucide. C'est pour ça aussi que je vous disais, les grands poètes, j'ai beaucoup d'admiration parce qu'en fait, pour moi, c'est des extra-lucides qui savent tout, qui voient tout, mais qui vous donnent quand même une consolation. Ce qui ne suffirait pas de dire que la vérité, mais une parole de consolation. Quelle consolation, par exemple? De vivre. De dire, tu vois, de penser que malgré toutes les difficultés, allez, vas-y. Parce que moi, par exemple, je suis très pessimiste de nature. Je vois le sens tragique de la vie. Mais je suis positive, curieusement. Je dis, bon, bah voilà, jusqu'à ce qu'on ferme le rideau, allons-y. Ce tragique n'est pas incompatible avec une vraie joie de vivre. Oui. Au fond, quand on a compris le tragique de la vie, eh bien finalement ça nourrit une joie parce qu'on est capable de joie malgré tout, de joie bien que. Et c'est ça la vraie joie, une joie contrariée. Vous êtes d'accord? Oui. Mais en fait, c'est une joie très pragmatique, j'allais dire. Comme si dans ce qui vous est proposé de la vie, il y avait des choses très simples. Je pense souvent, moi, à des choses comme rentrer dans un bain, ou la fraîcheur des draps, ou manger du pain, ou rire avec quelqu'un, ou fumer une cigarette au soleil. Vous voyez, des choses... En fait, pas avoir de projet, pas avoir toujours de stratégie ou de... En fait, la joie, elle est dès que vous ne vous projetez pas dans l'avenir. On retrouve la présence. Oui. Le présent. Tu vois, moi, souvent, on me disait toujours, je n'ai pas peur de la mort, moi. Je pense toujours que c'est une alliée, la mort. Parce que c'est celle qui donne justement le temps fugace de ce que vous allez vivre. Et donc, si vous n'aviez pas de mort, vous seriez moins excité. Alors moi, j'ai toujours rêvé un jour, quand je suis très malheureuse, qu'il y a un chirurgien qui m'enlève dans le cerveau les souvenirs. Et on me dit, mais t'es folle, parce que c'est que les souvenirs qui font ce que l'on est. Moi, je suis les souvenirs, qu'ils soient les bons ou les mauvais, c'est comme une forêt. C'est quand même les souvenirs malheureux, allez, c'était vous. Et justement, comme il y a toujours cette mort qui se profile, c'était vous. Entre être et avoir, qu'il fallait toujours être, et qu'il fallait s'en fiche d'avoir. Et vous avez réussi à respecter ce beau projet? Oui. Data compress, thermo-optique, camouflage. Donc il y en a ceux qui sont dans la rétention, la caisse d'épargne, et puis ceux qui donnent tout. Dolls without ghosts. Et donc moi j'ai tout le film dans ma tête, ou dans mon ventre. Et puis tout d'un coup un jour où je serai dans la salle obscure, et on défrait mon rêve. Non. Major, I hear you. There's a lot of static in my brain. Je veux dire non à l'embrigadement des bien-pensants. Je veux dire non à la pensée opaque et commune. Je veux dire non à tous ceux qui pensent qu'ils sont... Born in the ocean.
du bon côté. of information, capable of anything. Je veux dire non à tous ceux qui cherchent à déposséder chacun de son individualité, de sa liberté, de sa différence, de sa révolte, des outsiders, de ceux qui arrivent d'ailleurs. Côté, le rideau se déchire et que vous avez une très grande émotion parce que vous voyez que c'est très miraculeux, que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que quand moi je suis, vous savez quand à l'école on vous dit les chefs-d'œuvre, mais je trouve que c'est une erreur. On ne devrait pas taper les 3 coups pour dire attention chef-d'œuvre. Laisse. Tu vois, peut-être que quelqu'un, vous préférez Stendhal, moi je préfère Balzac, mais qui a raison. Ou peut-être vous allez me citer un auteur que moi je trouve casse-pied. L'émotion artistique, c'est entre vous et cette œuvre. Oui, d'avoir le culot de dire je ne peux pas supporter, ou ceux qui disent Proust m'ennuie, mais moi je trouve ça souverain. Le trop, ou même les tableaux, ou même la musique, pouvoir dire je n'aime pas un tel, ou j'ai une passion pour... c'est le vertige qui s'est opéré en vous quand vous avez découvert tel ou tel truc. C'était une des premières phrases, mais de toute façon je n'ai pas d'amis. C'est un peu surprenant d'entendre ça, surtout quand on vous entend parler. En tout cas, visiblement, vous avez beaucoup d'amis chez les écrivains, enfin je veux dire chez les auteurs classiques. On a l'impression que Homer a été votre ami, que Simone Veil a été votre ami, que ça vous a ouvert à toutes ces dimensions de vous-même que vous évoquiez, jusqu'à camper ce portrait d'une identité multiple, heureusement, contradictoire, ambigu, tout ça est très bien, mais pas d'amis quand même, c'est bizarre. Oui. Ça paraît plus juste, du moment qu'il faut inventer le chaînon, du moment... Parce que peut-être c'est arrivé depuis l'école, où les élèves d'une école font peur, et que je n'ai jamais pu partager les histoires avec les filles qui disent « il m'a dit ça, alors je lui ai répondu ci, puis il m'a répondu ça ». Donc je n'ai pas connu tout ce côté qui fonde les amitiés. D'ailleurs, c'est toujours à partir d'hypothèses non gratuites et qui ont déjà, à mon avis, reçu un début de confirmation que je le fais. Ainsi, de ce qui suit. Lol n'a parlé à personne. La gouvernante se souvient, elle, un peu, du calme de la rue certains jours, du passage des amants, la beauté, du mouvement de le ciel. Et tout d'un coup, on se souvenait que oui, il fallait vivre et pas être toujours des animaux productifs. Alors, comme moi, de mon côté, je crois me souvenir aussi de quelque chose. Je continue. Une fois sa maison installée, il ne restait plus qu'une chambre du 2e étage à meubler. L'après-midi d'un jour gris, une femme était passée devant la maison de l'homme. C'est très étrange, donc beaucoup d'amour et moins d'amitié finalement. Parce que on a l'impression aussi que dans la qualité de ces relations qu'on peut avoir avec un réalisateur, avec, je pense à Gérard Depardieu, par exemple, pour moi c'était un de vos amis. Ah non, mais c'est plus qu'un ami. Mais alors par exemple, justement, moi j'aime beaucoup l'intensité des rapports, mais que dans les rapports il y a un début, un milieu, une fin. Que c'était parce que c'était ce jour-là, parce que c'était... mais qu'il n'y a pas de suite. Donc c'est plus qu'un ami. Oui. C'est-à-dire il s'était dit quelques mots que Lol n'avait pas entendus malgré le calme de la rue, sauf ceci, isolément, dit par la femme, morte peut-être. Une fois le parc. C'est la meilleure partie de moi. Il avait pris la femme. Ou c'est comme si je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui. Parce qu'un ami, c'est... Alors on raconte ses vacances et tout ça, mais ça n'existe pas. Non, attendez, il y a des... je comprends mieux votre réponse. Oui, c'est parce que vous avez une idée de l'ami comme une sorte de pote. Ça me fait penser à la phrase un peu de Brassens, à plus de... Le pluriel ne vaut rien à l'homme, sitôt qu'on est plus de 4, on est déjà une bande de cons. Chante Brassens. C'est à ça que vous avez en tête. C'est ces bandes de potes, c'est ces rugbyman qui sont dans un truc grégaire. Mais effectivement, il y a des grandes amitiés stellaires. L'amitié entre Éluard et Picasso. Et quelque part, peut-être vous vivez quelque chose de cet ordre avec Gérard Depardieu. C'est quand même une amitié. Oui.
N'affleure-t-il pas, lui aussi, un peu, sa mémoire? On ne cherche pas plus avant. Qui est là? Oui, enfin quelque chose... Mais vous savez, quand vous parliez justement de la phrase de Brassens, en même temps j'ai rêvé qu'on m'appelle, que je sorte sur le balcon et qu'il y ait une voiture avec 4 ou 5 personnes qui disent on descend se baigner. Comme dans un film italien. Oui, ouais. Ou en Vespa. Bah, niet. Donc... Celle-ci a dit négligemment. L'homme bougea. Elle se retourna dans son sommeil. Bah, peut-être qu'un jour je finirai dans une maison de retraite et là j'aurai des amis magnifiques. Elle apprit à marcher au hasard. Une fois sortie de chez elle, dès qu'elle atteignait la rue, dès qu'elle se mettait en marche, la promenade la captivait complètement. Cette fidélité à vous-même, elle serait où? Elle a commencé très jeune avec cette capacité de dire non. Les rues portèrent l'Alvestein durant ses promenades. Je le sais. C'est une énorme violence, moi ça me plaisait. J'aime pas les gens comme ça, On surprenne. bien Elle élevés. se retourne, appuyée par devant elle, là-bas. Un accident insignifiant, et qu'elle n'aurait peut-être même Vous savez, on ne choisit pas les choses, on est choisi. Et quand on dit « Oh là là, tu as bien choisi », non. J'ai toujours l'impression que, voilà, on marche à travers des terrains mouvants, des sables dangereux, et puis que quelqu'un vient vous prendre. Elle passait alors dans un silence religieux. Parfois, les amoureux surpris, ils ne la voyaient jamais venir, sursauter. Elle devait s'excuser. Parce que mais toute souffrance si basse, que personne transfigure. n'avait jamais Donc dû être trompé, c'est pas si grave que entendre. ça, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Le centre de Estala est étendu, moderne, à rue perpendiculaire. Ça, il y a une sorte de jouissance de rentrer dans ce que personne n'aime. Il prend ses aises, plein de méandres, d'impasses imprévues. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Mais la morale bien pensante, rigide, conformiste qui écrase tout sur son passage, alors que moi, ce qui m'a plu, c'est toujours cette chose entre l'ombre et le soleil, pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Il n'y a pas le côté, vous savez, le lynchage, je n'aime pas. Estala est une ville assez grande, assez peuplée, Non, pour que LOL non. ait eu l'assurance. Je pense que c'est ce qui vous fatigue le plus dans la vie, la haine. Parce qu'il y a quelque chose comme quelque chose qui vous mange avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Mais Alors- l'amour aussi, ça vous mange. Et non, Pas de la même manière. non. Rien d'ailleurs dans les vêtements, dans la conduite de LOL, ne pouvait la signaler à une attention plus précise. La seule Non. chose L'amour, qu'elle pouvait faire, c'était ou pour le sentiment amoureux, ou l'amour pour une cause, ou l'amour d'un texte, ou l'amour pour les êtres humains, ça reste comme une sorte de brouillard qui s'accumule et qui fait que la vie est quelqu'un différente. reconnurent en elle cette jeune fille, victime de l'inconduite monstrueuse de Michael Richardson, qui aurait eu la malveillance, l'indélicatesse de le lui rappeler. Qui aurait dit « Je me trompe peut-être, mais n'êtes-vous pas l'Alvestein ?» Et j'aime beaucoup le tempo de la voix de Marie Oui, avec Lagrange. les bêtes Elle réfléchit, elle parle. était revenue à Elle Estala. réfléchit, elle parle. Si quelques-unes en avaient eu la confirmation en voyant passer la jeune femme, personne n'était allé vers elle. On jugeait son